Bonjour à tous. La libération du nord du Mali au cœur des préoccupations du Conseil national de la jeunesse du Mali à l'occasion du 12 août, déclarée Journée internationale de la jeunesse, le bureau exécutif du CNJ a rencontré la presse au cœur des débats, les informations sur le redéploiement de l'administration et l'organisation d'élections libres et transparentes. Le reportage est de Djemba Moustakounaty. Le Conseil national de la jeunesse du Mali, CNJ Mali, se dit disponible à accompagner les organes de la transition s'il est consulté. Le CNJ Mali souhaite une large représentation des jeunes dans le gouvernement d'union nationale. Le Conseil national de la jeunesse du Mali salue les efforts en cours du président de la République, du Premier ministre, du gouvernement du Mali et de la communauté internationale en vue de doter l'armée malienne de moyens conséquents pour la libération rapide des régions nord du Mali. Rassure le président de la République et le Premier ministre de la disponibilité totale et entière de la jeunesse malienne à œuvrer activement pour une transition apaisée et efficace et pour la libération sans délai des régions nord du Mali. Les jeunes qui affirment avoir été consultés pour la formation du gouvernement d'union nationale refutent toute idée d'instrumentalisation de leur structure. Dans nos textes, il est dit que le Conseil national de la jeunesse du Mali est l'interface entre l'État et les jeunes. Le Conseil s'est saisi ou peut se saisir de toute question d'intérêt national. C'est dans notre mandat. La réforme constitutionnelle fait partie d'une question d'intérêt national. Donc, quand le Conseil donne son avis là-dessus, ça ne voudrait pas dire que le Conseil fait de la politique. Les jeunes qui sont engagés volontairement pour aller combattre au nord du Mali ont le moral. Le siège du CNJ Mali, investi par un groupe dissident, a été libéré lundi dernier. Le président Abdoulaye Touré et son équipe poursuivront leur mandat jusqu'en novembre 2013. Le stade du 26 mars était plein à craquer hier matin à l'occasion du grand meeting d'information du Haut Conseil islamique du Mali. L'objectif de la rencontre était de faire le point de la situation sociopolitique du Mali afin de proposer des solutions. Dans une déclaration rendue publique, le Haut Conseil islamique demande l'arrêt des violences au nord du Mali. Il demande également l'implication des forces vives de la nation dans la mise en œuvre du processus de la transition. Le meeting a été suivi par Mohamed Diarra. Difficile de donner un chiffre exact à ce grand meeting d'information du Haut Conseil islamique, telle la mobilisation était grande. Les 50 000 places assises du stade du 26 mars affichaient complet. Une mobilisation qui témoigne de l'attachement des musulmans aux valeurs fondamentales de l'islam et au Mali tout entier. Ils étaient tous là, leaders religieux, des leaders politiques, les représentants des familles fondatrices de Bamako, le tout sous surveillance sécuritaire. Pendant 3 heures, ils ont diagnostiqué les maux dont souffre le Mali. La double crise sécuritaire et institutionnelle. Les orateurs ont prôné la paix, l'unité des cœurs, le pardon des uns envers les autres pour un Mali unifié. L'objectif, c'est d'implorer le pardon d'Allah, de demander vraiment à ce que le bon Dieu épargne notre pays de toutes ces calamités et de tous ces problèmes. Le message, c'est d'abord que vraiment qu'on fait un dépassement de soi et qu'on se donne la main. C'est vraiment ensemble qu'on peut sortir de crise. L'indivisibilité du Mali, la stabilité politique, la sécurisation des organes de transition pour une sortie de crise. Ce sont là quelques préoccupations du Haut Conseil islamique du Mali. Ces préoccupations ont été également partagées par les femmes qui ont fait entendre leur voix aussi au cours de ces meetings. Pour donc sortir le Mali de la crise qui nous secoue, le Haut Conseil islamique demande l'arrêt des violences au nord, réitère son appel au calme et à la retenue, adhère aux acquis depuis le retour à l'ordre constitutionnel, invite la classe politique et les organisations de la société civile à privilégier l'intérêt général de la nation, engage les pouvoirs publics à réaliser dans la transparence toute négociation d'accord avec les groupes armés, engage les autorités à la concertation et l'implication des forces vives de la nation dans la mise en œuvre du processus. Le clou de ce meeting a été des prières dites pour le Mali. Et c'est le shérif de Nioro du Sahel qui avait ce privilège.
Les uns et les autres se sont quittés, les cœurs vibrants de confiance pour un retour rapide à la normale. Des vœux que l'on espère seront exaucés en ce mois béni de Ramadan. Et il y a de plus en plus question de déploiement d'une force régionale de 3300 hommes pour aider le Mali à reconquérir le nord du pays aux mains des islamistes. Les chefs d'état-major du Mali et de la CEDEAO sont en conclave aujourd'hui même à Bamako pour valider les conclusions des travaux de la conférence de planification des officiers d'état-major de la structure communautaire. En prélude à cette réunion, le représentant spécial du président de la commission de la CEDEAO au Mali, Cheka Aboudou Touré, était l'invité de 13h dimanche de la radio nationale. Au micro de Boubacar Touré, il revient sur l'importance de la réunion d'aujourd'hui et surtout sur la forme que va prendre la force panafricaine qui sera mise en place au Mali. La réunion qui se tient en ce moment fait suite à la mission d'évaluation technique qui s'est déroulée ici à Bamako du 7 au 18 juin passé. Au cours de cette mission, il a été question essentiellement de voir avec l'armée malienne comment harmoniser les points de vue. Les conclusions de cette réunion ont été portées à l'attention de l'ensemble des chefs d'état-major des pays membres de la CEDEAO. Et les chefs d'État ont estimé qu'il était extrêmement important qu'eux-mêmes viennent ici à Bamako pour une dernière fois aborder ce que nous appelons la planification finale, pour essayer encore d'harmoniser les points de vue, de s'assurer que le concept est partagé et qu'il ne s'agisse plus d'un concept de la CEDEAO pour le Mali, mais que ce soit un concept unique, à la fois de l'armée malienne et de la force en attente de la CEDEAO. Est-ce que finalement vous nous dites qu'il y a identité de vue entre les forces armées maliennes et celles de la CEDEAO? Je comprends peut-être que ça piétine, mais vous savez, l'armée fait des choses avec beaucoup de soin, parce que la situation qui prévaut au nord nécessite qu'on se prépare assez minutieusement. Mais comme vous le savez aussi, il y a la communauté internationale qui est impliquée. Et donc pour la communauté internationale, avant d'impliquer tous ces organes supranationaux, qui va impliquer aussi un certain nombre d'armées, il est absolument nécessaire de ne pas se tromper sur le moindre détail. C'est ce qui explique peut-être la minutie avec laquelle ces travaux se déroulent. Mais je dois dire que la question n'est pas de savoir si on s'entend ou on ne s'entend pas. Ce qui est certain, c'est que nous sommes engagés dans un processus qui devrait nous amener, à un moment ou à un autre, d'utiliser peut-être la force pour essayer de rétablir l'intégrité territoriale du pays. Et ceci passera par la lutte contre un certain nombre de terroristes qui disposent aussi de moyens qui ne sont peut-être pas connus. Et le manque de ces informations peut expliquer aussi pourquoi on est un peu prudent, aussi bien au niveau du Mali que de la CEDEAO, que de la communauté internationale. Donc pour tout dire, en réalité, cela ne piétine pas, mais nous prenons le soin nécessaire de nous préparer pour ne pas laisser des détails qui peuvent nous jouer de sales tours. Comment se fera le déploiement des forces de la CEDEAO? Il s'agit d'une intervention intégrée. L'armée malienne va disposer de son commandement. La force en attente d'appui va disposer de son commandement, mais il y a un commandement intégré qui permettra de réglementer les interventions. Et comme je l'ai dit, c'est à l'armée malienne de mener le combat. La force en attente, qu'elle soit internationale ou qu'elle soit de la CEDEAO, ne viendrait qu'en appui à l'armée malienne. Et partons à présent à la rencontre de Malik Aliou Maïga, l'animateur de la radio Adar Koima de Gao, qui a été violemment agressé par des islamistes. Il est à Bamako pour des soins supplémentaires. Admis à l'hôpital Gabriel Touré grâce à sa famille et ses collègues de Gao, il présente toujours des séquelles et des courbatures, mais sa vie est hors de danger. Malik Aliou Maïga estime que les ressortissants du nord du Mali doivent être impliqués dans les négociations pour une sortie de crise dans le septentrion malien. Écoutons-le. C'était la nuit du 5, ou dimanche 5, aux environs de 20h30. J'animais mon journal parlé en langue qui est écouté par les auditeurs à Gao. Donc j'étais dans les studios. À 20h30, 35, j'ai commencé, j'ai donné juste les titres.
Et juste après les titres, j'étais en direct avec quelqu'un qui est à Bamako, un avocat qui a voulu partager un message avec la population de Gao. Donc c'est à l'issue de ça que des islamistes sont arrivés, des hommes armés qui sont arrivés dans les studios. Sans poser de questions, ils ont commencé à me tabasser, à me frapper avec les armes, du coup au dos. Ensuite, ils m'ont pris pour me jeter dans la voiture. Et de la voiture, ils ont commencé à me frapper de la tête aux pieds, puisqu'ils pensent que je suis l'obstacle qui n'est pas d'accord et qui chaque fois leur provoque dans leur application de la charia. Donc ils m'ont amené dans un espace un peu hors de la ville. Là-bas, ils m'ont fait descendre encore de la voiture. Ils m'ont tabassé, ils marchaient avec les rangas sur moi. Ils ont utilisé tous les moyens pour quand même m'éliminer. Est-ce que vous êtes prêt à retourner à Gao si vous êtes guéri? Mais pourquoi pas Gao, c'est chez moi. Je n'ai ni où aller si ce n'est pas Gao. Je vais retourner dès que mon état de santé est établi, Inch'Allah. Sans que vous n'ayez aucune garantie de sécurité? On va retourner parce que nos parents sont là-bas, nos maisons, nos chiens, nos proches sont là-bas. Qui est sécurité ou pas, mais on pense qu'il y a Dieu. Et Dieu va veiller sur nous tous, Inch'Allah. Est-ce que vous pensez, quelle solution vous préconisez pour une sortie de crise, pour la libération du nord du Mali, vous qui avez vécu tous ces événements-là? Il y a des gens qui sont en contact avec les islamistes, qui sont sur place. Il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de groupes. Il y a beaucoup de notables, il y a beaucoup de chefs coutumiers qui ont entamé les pas de négociations avec les islamistes, avec le MNLA. Si aujourd'hui on donne un peu la chance aux habitants de la ville de Gao de voir les islamistes, de voir le jeune du MNLA, de négocier avec eux, je crois que ça va donner beaucoup de choses, ça va donner grandes choses parce que c'est eux qui les connaissent. Ensuite, ça ajoute aux efforts du gouvernement malien, de la CEDEAO, de la communauté internationale. Chacun va sortir grand dans la chose. Voilà des propos recueillis par Ibrahima Traoré. À Bamako, en commune 3 du district, aux alentours de 3 heures du matin samedi, un immeuble de 6 étages en chantier s'est effondré. L'incident a touché 2 familles voisines. Et heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été signalée, mais les dégâts matériels sont importants. L'effondrement de l'infrastructure à usage d'habitation serait dû au non-respect des normes de construction. Dès l'annonce de la nouvelle, le ministre de tutelle s'est rendu en compagnie d'une délégation sur les lieux pour constater les dégâts. Tchemoro Kounate était aussi sur place. Son compte rendu. L'effondrement de cette infrastructure n'a pas du tout étonné les habitants de la périphérie. Effectivement, on s'attendait à cela. Parce qu'il y a longtemps, on parlait de cette maison. C'est mon jeune frère qui venait de son grain. À peine arrivé ici, il y avait les manœuvres qui fuyaient. Parce qu'il y avait des briques qui tombaient de la maison. Il est parti me réveiller. Et je suis sorti avec lui pour crier, pour que les autres puissent sortir. Cette construction à 6 étages s'est écroulée sur 2 familles voisines. Même si on ne déplore aucune perte en vie humaine, les dégâts matériels sont importants. Dès l'annonce de la nouvelle, le ministre de tutelle, en compagnie d'une délégation, s'est rendu sur les lieux pour constater les dégâts. L'incident, selon lui, s'explique par le non-respect des normes de construction. Dans tous les cas, le gouvernement prendra les dispositions qui s'imposent en la matière. Il y a des sanctions prévues. Alors, les sanctions, ça peut être des peines corporelles, ça peut être des peines, est-ce que vous voyez, pécuniaires, etc. Donc nous sommes dans cette lancée. Nous avons déjà pris tous les renseignements. Le ministre Koulibaly a exprimé la compassion du gouvernement aux familles touchées avant de leur réitérer le soutien de celui-ci. Pour les victimes, nous avons déjà pris des dispositions. Nous nous sommes rendus dans toutes les familles pour savoir le niveau de sinistre. Après le recensement, nous prendrons les dispositions pour sécuriser toutes les familles qui ont été victimes de ce sinistre. Après le dégât, je viens depuis 3 heures du matin, je passais famille en famille. Je les ai promis que vraiment tout ce qui est gâté, même si c'est un aigu, on est prêt à rembourser à 100%. Voilà. Je leur remercie et présenter nos excuses. D'ores et déjà, les mesures sont en cours pour empêcher de tels dégâts dans notre pays, notamment en milieu urbain.
Et c'est ce qui nous amène au grand format de cette édition. Il est consacré aujourd'hui à une pratique intimement liée au mois de Ramadan. Il s'agit du repas spécial qu'une femme mariée offre à sa belle famille en ce mois béni. Communément appelé Bouranfana ou Bourandoumbini, la pratique est perçue comme un signe de respect à l'endroit de la belle famille, voire des personnes âgées. Comment se faisait-elle dans le temps? A-t-elle conservé sa physionomie datant avec la nouvelle génération? Des éléments de réponse dans ce dossier signé Ramata Konati. Avec le mois de Ramadan, on assiste à des pratiques sociales, parmi lesquelles le Bourandoumbini ou Bouranfana. C'est le repas qu'une femme mariée offre en guise de cadeau à sa belle famille pendant ce mois béni. Loin d'une exigence, cette pratique est perçue comme un signe de respect à l'endroit des aînés et des vieilles personnes. Il s'agit ici d'un signe de respect et d'accompagnement dans la pratique d'un pilier de l'islam qu'est le jeûne. Alors cette pratique-là est une marque de respect parce qu'on donne aux aînés, aux beaux-parents, mais pas à plus jeunes. La vision de l'islam sur la question est claire. Ce repas n'a de valeur que s'il est préparé avec une intention qui ne souffre d'aucune concurrence ni d'extravagance. Tout ce qui est le bien qui peut renforcer nos relations sociales, tant qu'il n'y a pas de gaspillage, tant qu'il n'y a pas de contradiction avec ce que l'islam prescrit, il n'y a aucun problème. Je ne connais pas exactement la genèse du Bouranfana, mais ce qui est sûr, c'est que ça a un rapport avec le Ramadan. Donc ça doit avoir un rapport d'abord avec le hadith que j'ai cité, qui montre que donner le repas à un jeûneur, on a la même récompense que lui. De manière générale, dans nos sociétés, le respect pour les parents est quelque chose qui est primordial. Et l'islam aussi a beaucoup insisté sur le respect qui est dû aux parents. Tout ce qui peut renforcer ces liens-là, en fait, dès qu'on les fait dans l'optique de plaire à Dieu, en ce moment on en tire une récompense religieuse. Et là c'est extrêmement important, l'intention, parce qu'en islam tous les actes valent par l'intention. Marque de politesse, la pratique avait autrefois un caractère simple et se faisait avec peu de moyens financiers. Dans notre temps, on préparait de la soupe, du riz avec sauce pour la belle famille pendant le mois de Ramadan. Tout était moins cher. Au départ, c'était de la cola, c'était des jus qu'on faisait avant. Contrairement à cette réalité d'antan, la préparation de ce repas spécial demande aujourd'hui beaucoup de dépenses, réplique la vieille Fanta. Il y a une très grande différence entre le Bourandoumbini de notre temps et maintenant. Pour la préparation de ce repas maintenant, tu débourses 25 000 ou 50 000 francs, alors qu'autrefois, 5 000, 2 500 ou 2 000 suffisaient. C'est pourquoi certaines femmes trouvent que la pratique est réservée seulement aux riches. C'est vraiment exagéré de nos jours. Les épouses préparent du poulet, de la viande de mouton pour leur belle famille. Seuls les riches peuvent faire ça. Visiblement, la pratique traditionnelle a pris de l'ampleur au fil des années à Bamako. Traoré Yakoutata Kanouté, marié depuis une décennie, est fidèle à la préparation de ce repas spécial. Donner un repas copié à sa belle famille pour rompre le jeûne n'est pas une obligation. C'est juste une bonne chose. Pour plusieurs personnes, préparer ce plat n'est pas synonyme de ruine. Je le fais selon mon pouvoir d'achat. L'année où je n'ai pas les moyens, je ne le fais pas. Et ça ne pose aucun problème dans ma belle famille. Ce n'est pas obligatoire. C'est juste une question de moyens financiers.
La belle famille de l'épouse n'est pas souvent la seule destination de ce repas. Sur la liste s'ajoutent les parents de la mariée, les amis du mari ou leurs parents. En ce qui concerne l'avenir de cette pratique, tous nos interlocuteurs sont unanimes sur la nécessité de la perpétuer, mais avec modestie. Je pense que on doit le faire dans les conditions normales, en fonction du pouvoir d'achat de chacun. C'est ce qu'il faut, parce que ce n'est qu'une tradition. Ce n'est nullement une obligation. C'est un signe de respect, c'est tout. Il faudrait perpétuer ces brandoumines. Je crois que ça permet une cohésion sociale. C'est un des fondamentaux de nos sociétés. Un lien qui sert nos familles. À côté de ce repas spécial, les préparatifs des plats pour la rupture du jeûne suivent leur cours normal. Important à savoir, le bourandoumouni ou repas pour la belle famille n'existe pas partout au Mali, car elle n'est par exemple pas connue par certaines de nos campagnes. Sport football, la deuxième demi-finale de la 52e édition de la Coupe du Mali mettra aux prises aujourd'hui le club olympique de Bamako et l'Union sportive de Bougouni. L'équipe de Bougouni joue sa deuxième demi-finale de l'histoire et les COB tentent de conserver son titre. Abdul Karim Kaba nous en parle. Club olympique de Bamako, Union sportive de Bougouni est une affiche déséquilibrée. Les SOB est détenteur du trophée de la Coupe du Mali et occupe la 7e place du championnat national de Ligue 1 avec 42 points. Quant à l'USB, elle est évolue en 2e division. L'équipe est d'ailleurs engagée dans le tournoi de montée en Ligue 1. Pour cette rencontre de demi-finale de la Coupe du Mali, les Olympiens veulent conserver le trophée. C'est pourquoi les joueurs ne sous-estiment pas leurs adversaires. Un match de coupe, c'est différent d'un match de championnat. Bien vrai qu'on est mal placé au championnat. Vraiment, on veut la Coupe du Mali pour la 2e fois. Oui. Pour l'entraîneur Ségou Seck, il faut gagner ce match pour décrocher une qualification en Coupe de la Confédération la saison prochaine. Encore, on a la chance, on a l'occasion une fois de plus de jouer la compétition africaine la saison prochaine. Donc cette occasion, on ne va pas la rater, on va essayer de la saisir, on va essayer de le jouer à fond et essayer d'amener le plus grand sérieux et beaucoup de sérénité au sein de l'équipe afin de pouvoir venir à bout de cette équipe de Bougouni. Les jeunes pensionnaires de Bougouni sont motivés pour jouer une 2e demi-finale de leur histoire après 1962. Cette année-là, l'équipe de Djessa Moussa Keïta Djessas, Karunga Kouati, avait été battue par l'ASRL de Bamako par 6 buts à 1. L'équipe de Bougouni n'a pas eu peur parce que c'est le COB qui devrait avoir la pression. Quand même, nous, on est prêts physiquement, moralement pour affronter ce match. L'appétit venant en mangeant, une place en finale sera célébrée en grande pompe dans la cité du Bani Monotier. Lors de notre victoire contre les Nyana, je l'ai dit, la Coupe du Mali pour nous, c'est un bonus. On est en demi-finale, on est déjà dans l'histoire, donc on va continuer. Sinon, on va aller jouer carrément notre chance. Ce n'est pas parce qu'on est en DD qu'on va se frustrer ou bien avoir peur. On va jouer notre chance. Si nous gagnons, ça sera encore un espoir. Si nous perdons, c'est normal, on a perdu contre une première division. COB US Bougouni, 2e demi-finale de la Coupe du Mali, c'est ce lundi au stade Modibo Keïta à partir de 16h. Et bonne chance aux deux formations. Et la surprise n'est pas à exclure après le match Djoliba AC, 11 créateurs de Nyarila. Et je pense que c'est aussi là le football. Sur ce, prend fin ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Demain, 10h, Amara Mali Diallo. Je vous retrouve à 13h pour la première édition de l'ORTM. Mais avant cela, ce soir, 20h45, dès Sissoko. Grand merci à vous qui nous suivez de Ségou, de Koutiala, de Sikasso, de San, c'est au Mali. Nous n'oublions pas nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. Nous sommes de cœur et d'action avec vous. Merci et à demain.